Bonjour à tous, je suis Luc et vous êtes sur la chaîne Cœur & Co. Nous sommes aujourd'hui le 21 mai, c'est le 11e jour du déconfinement français et nous fêtons à la fois les dernières retrouvailles du Christ avant son élévation au ciel et de façon plus terre à terre, les premières retrouvailles des sudistes avec la plage et la mer. Il faudra s'y faire, si l'ancien monde doit changer, ce ne sera pas avant le début de l'hiver parce que la lumière, elle, risque fort de ne servir qu'à bronzer cet été. Bienvenue à vous, fidèles youtubeurs, bienvenue à tous ceux qui découvrent la chaîne pour la première fois. Si c'est le cas, vous avez un petit bouton en dessous à cliquer pour vous abonner et si le cœur vous en dit, teintez donc la petite cloche pour avoir quelques notifications qui vous annonceront les prochaines vidéos qui sortiront. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir une belle interprète du ciel, une traductrice hors pair des grands passages initiatiques de notre vie sur Terre. Une de ces belles lumières qui s'évertue à mettre en mots ce que les morts disent d'en haut. Elle est en quelque sorte une sœur de cœur, en cela qu'elle porte comme nous l'amour de l'être avec une plume de maître. J'ai le plaisir d'accueillir Sylvie Louellette. Bonjour Sylvie. Bonjour Luc, merci. Waouh, quelle présentation, merci beaucoup. Avec joie, avec joie. En tout cas, ce que je sais de vous, c'est que vous avez fait donc des études de droit et que vous étiez notaire pendant plusieurs années. Vous avez été aussi enseignante dans une école qu'on appelle l'ENAP, l'école d'administration publique. Et puis un jour, c'est l'imprévisible, la visite de l'invisible. Vous, cartésienne et rationnelle, vous traversez une période difficile de la mi-trentaine et c'est par la méditation que le rite de passage va avoir lieu vers la médiumnité et l'irrationalité. D'abord inquiète de cette situation exceptionnelle, c'est le livre de Raymond Moody, psychiatre spécialiste des MDE, qui va vous rassurer sur la clarté de votre esprit et la réalité de ces phénomènes d'après-vie. Non, vous n'êtes pas folle, c'est votre vie qui s'ouvre à une autre école. Vous partez alors en quête de sens et vous cherchez l'essence de ces nouveaux contacts avec l'au-delà. Vous communiquez à l'époque avec plusieurs âmes, dont celle de votre grand-père. Vous vous passionnez. Et de clé en clé, vous vous formez et étudiez à travers les lectures d'autres contactés comment traduire la sagesse de cet autre côté. C'est une médium homonyme, Francine Ouellette, qui va vous pousser à écrire et la vie, elle, qui se chargera de vous dévêtir de votre ancienne robe d'enseignante. Ainsi, comme vous le dites, c'est à la 10e page d'écriture de votre premier essai qu'un simple coup de fil de la vie mettra fin à votre emploi d'enseignante en droit. Le signe, probablement que l'écriture, elle, reprenait ses droits. Depuis, 8 livres ont vu le jour et nous voici ici sur la chaîne de Cœur & Co pendant un moment unique, c'est vrai, un grand virage pandémique, irréaliste, instant suspendu entre deux mondes, le nôtre et à voir pour la suite. En tout cas, Sylvie, je suis vraiment heureux de vous rencontrer aujourd'hui de nouveau. Et j'ai envie de vous poser quelques questions sur cet instant, ce moment que nous partageons à distance, avec donc deux, a priori, façons d'être différentes. Sylvie, quelle est la situation actuelle pour vous aujourd'hui? Comment vous vivez cette pandémie et ce confinement qui est peut-être terminé aujourd'hui? Oui, la question, elle est intéressante. Pour moi, je me rends compte que je vis quand je suis chez moi et non pas en Europe à faire des activités, mais quand je suis chez moi, j'ai une vie, somme toute, assez confinée parce que je ne vois pas beaucoup de différence dans mon quotidien, mis à part le fait que, bon, à l'extérieur, un peu comme vous, il y a des restrictions pour les endroits qu'on peut visiter, la distance qu'on doit prendre. Mais outre ça, pour moi, dans mon quotidien, j'ai vraiment l'impression de faire la même chose que lorsque je ne suis pas confinée. Maintenant, ce que je trouve drôlement intéressant, c'est je saisis aussi cette occasion-là parce que comme la planète est en arrêt, je me suis aussi imposé ce même ralentissement-là dans ma vie, quoique j'aurais pu travailler à un rythme comme avant. Je me le suis imposé parce que je trouvais intéressant de prendre le temps d'observer ce qui se passe, d'observer à l'extérieur, oui, ce qui se passe, mais aussi de ramener ça à l'intérieur et de voir quel changement moi j'ai envie d'apporter. Parce que pour moi, le confinement, il sert à ça, à voir
nos fonctionnements qui sont inadéquats, qui nous amènent mais vraiment dans un mur, hein, que ce soit collectivement ou individuellement. On est pris dans des rythmes, dans des moules, dans des manières de faire qui ne nous servent pas toujours. Et je trouvais que le confinement était une période, mais extraordinaire pour faire une réflexion sur le sujet et de dire, eh bien, moi, qu'est-ce que j'ai envie? Comment est-ce que je vois les choses? Est-ce que j'ai envie de continuer de nourrir tel comportement, telle pensée, telle émotion? Est-ce que j'ai envie de faire du ménage? Est-ce que j'ai envie d'élaguer, pas juste du ménage physiquement dans mon entourage, mais aussi du ménage à l'intérieur de moi? En fait, vous parliez de ménage. Il se trouve que je discutais avec Olivier Clair récemment et puis Christian Junot. Et puis, alors, la première semaine, on a tous eu ce truc qui dit, allez, je fais un grand ménage, ça tombe bien, je suis enfin chez moi, je vais faire un grand ménage. Et c'est vrai que je me suis questionné sur quelque chose que j'ai beaucoup entendu dans la plupart des autres interviews de vous. Voilà, vous parliez du silence, qui est un endroit où on pouvait trouver les informations dont on a besoin. Alors, on a vu aussi beaucoup d'animaux qui, eux, ont l'air d'avoir reçu des informations du silence et qui se sont mis à parcourir, à explorer les villes désertées. Alors, je me souviens qu'on a vu à un moment donné un renard se balader à Londres, on a vu un cougar se balader dans le Colorado. Je me demandais si ce grand silence qui avait appelé un peu les animaux à explorer les terres inexplorées, justement, est-ce que ce grand silence, il vous avait amené, vous aussi, à des élans d'inexplorés et des impressions de nouvelle liberté? Oui, nouvelle liberté, c'est intéressant parce que pour moi, le confinement n'a jamais été un signe de restriction. Bien au contraire, pour moi, le fait de revenir à l'intérieur de moi me donnait une liberté bien davantage que dans la foulée des actions et des obligations qu'on a à rendre avec les échéances et tout. Donc, le fait de pouvoir dire, j'ai la latitude devant moi de faire ce que j'ai envie, de prioriser ce que j'aimerais prioriser versus des agendas extérieurs normalement qui sont imposés. Là, maintenant, tout est arrêté. Alors, je peux prioriser ce que j'ai envie. Et ça, pour moi, ça m'a donné une grande liberté. Du coup, j'étais beaucoup en décalage avec ce qui se dit et ce que se disait durant le confinement face aux personnes qui se sentaient mais très contraintes d'être obligées de rester à la maison, voire en colère d'être obligées de rester à la maison, privées de leur liberté. Pour moi, je me disais, mais la liberté, c'est un état intérieur. Ce n'est pas quelque chose qui nous est donné à l'extérieur de nous, mais c'est une limitation qu'on se donne et j'ai choisi, moi, d'utiliser le confinement pour voir justement quelles étaient les limitations que je m'imposais qui m'empêchaient d'être libre même en dehors du confinement. Vous avez cette capacité d'entendre, on la partage d'ailleurs, voilà. Et si vous voulez, je me demandais, est-ce que justement, si les animaux ont entendu qu'il y avait peut-être une possibilité d'explorer, est-ce que vous avez l'impression que ça avait ouvert une porte dans ce silence? Est-ce qu'il n'y avait pas une porte un peu presque invisible à l'écoute normative qui pourrait s'être ouverte en disant, attention, c'est peut-être là qu'il faut aller maintenant? Est-ce que vous avez entendu quelque chose comme ça pendant ce temps de confinement? Pour moi, ce qui était clair, du message fondamental qu'on tentait de nous dire, c'est revenez dans votre maison intérieure. Rentrez chez vous, rentrez, reconnectez-vous à l'essentiel et non pas rester enfermé entre vos quatre murs. Parce que ça, pour moi, ça veut rien dire. Être enfermé entre les quatre murs et regarder la télé, on n'y change rien finalement. Mais si on profite de cette occasion-là pour revenir à l'intérieur, eh bien, c'est la même chose. Là, on va entendre un autre niveau d'information. Donc, comme les animaux, on va capter quelque chose de l'essentiel si on fait ça. On pourrait faire le même jeu, par exemple, avec la distanciation sociale. J'ai trouvé ça intéressant qu'on utilise cette expression-là partout sur la planète parce qu'en fait, pour moi, ce que ça me dit à un deuxième niveau, c'est prenez du recul.
Devenez observateur de ce qui est en train de se produire parce que c'est un phénomène, mais totalement hors du commun. Si on ne prend pas le temps de prendre du recul, on est pris dans le message de premier niveau qui veut rien dire. Le message strictement matériel qui ne veut, mais qui nous amènera pas de réponse. Donc, c'est la distanciation de la société qui va nous amener à avoir un meilleur point de vue. Donc, pour moi, ça a été deux messages très forts qui me sont apparus tout de suite dans ce silence-là intérieur et que j'ai eu envie de partager dans différents messages, de dire aux gens, mais attendez, prenez le temps de revenir dans votre maison intérieure avant de monter aux barricades, avant d'interpréter ce qui est en train de se dérouler, parce qu'il y a peut-être un autre sens derrière. J'ai entendu que vous étiez une personne qui avait découvert Lise Bourbeau comme un petit peu d'un moment sacré avec son livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Alors c'est vrai que vous disiez aussi que la méditation avait permis de garder une distance aussi à un moment donné avec cet angle de vue. On peut passer du temps à se questionner sur la blessure ou alors on peut passer du temps carrément à les vivre. Et donc je me disais, alors donc c'est plutôt ces 5 grandes leçons, hein, des 5 grandes leçons de l'être qui nous séparaient un petit peu des 5 grandes blessures. Mais je me disais, est-ce que vous avez une 6e grande leçon depuis le confinement des confinements ? Pour moi, le confinement a été une occasion extraordinaire de prendre cette information-là, c'est-à-dire le choix de nourrir quelque chose dans la frustration ou de le nourrir dans une autre énergie qui était plus intéressante. Chaque fois qu'arrivait une émotion, une pensée qui m'amenait à être dans des énergies pas très agréables, eh bien, je prenais un moment pour m'arrêter et simplement observer ce qui se passait en moi et de faire un choix plus intéressant pour mon évolution. Je ne vous dis pas que j'ai passé le confinement, on en reparlera plus tard avec les questions que vous avez déjà en tête. Je ne vous dis pas que j'ai passé le confinement sur un petit nuage à être dans le nirvana et à me dire c'est merveilleux tout ce qui est en train d'arriver. C'est pas le cas. Mais j'ai utilisé cette période-là comme étant une façon justement d'aller observer ces blessures-là et de dire est-ce que je maintiens mon énergie dans la blessure ou est-ce que je vais ailleurs? Alors, c'est bien que vous ayez fait la transition. J'aime bien cette transition. Cher Luc, c'est le moment de me faire cette interview. Vous savez, ce petit truc que vous avez à vous. Alors, ça tombe bien, effectivement, parce que, effectivement, eh bien, voilà, il se trouve que j'ai bien envie de vous proposer quelque chose qu'en France, on a l'habitude d'entendre sur les chaînes de télévision. Ce cher Ardisson m'excusera, je ne me suis pas habillé en noir, moi, aujourd'hui, mais en même temps, j'ai envie de vous faire une interview que Sophie Marceau avait vécue, qui s'appelle Upside Down. Et je vous propose comme ça de découvrir avec vous l'autre facette, c'est un peu le côté et son opposé de Sylvie Ouellette, et ça en quelques questions. Alors voilà, je vais vous poser des questions et puis je vous propose d'y répondre de façon simple, et puis on verra comment on pourra rebondir, parce que c'est vrai que tout ça, ça nous amène quand même à nous découvrir, et que l'être profond s'exprime aussi parfois par des choses simples, pas toujours par des choses compliquées. Alors, qu'est-ce que vous adorez le plus en vous ? C'est une grande question. Je pense que c'est ma capacité d'observation des choses. Depuis toujours, j'ai cette capacité de pouvoir prendre un recul et de me dire, peu importe l'émotion, hein, que ce soit de la joie ou que ce soit de la colère, j'ai cette capacité de me dire, non mais attends Sylvie, attends. Avant de plonger tête première là-dedans, attends, observe, vois qu'est-ce qu'il y a derrière. Et ça m'a toujours servi, malgré les apparences, parce que parfois, on peut avoir l'impression que le fait de se reculer de certaines choses, ça peut nous desservir, mais ça m'a toujours servi. Que ce soit dans les colères ou dans les joies, ça m'a servi. Donc, je dirais que c'est ce côté-là
que je bénis et que j'apprécie. Et qu'est-ce que vous, décidément, vous ne comprenez pas en vous? Des tas de trucs. Eh ben, parallèlement à ça, ça va avoir l'air paradoxal, hein, mais je ne comprends pas, par exemple, que cette capacité d'observation m'amène aussi à brimer ma spontanéité. Hein. Donc, tout ce côté d'expression qui pourrait, l'explosion de joie ou l'explosion de colère, ben, je la retiens. La résistance à la spontanéité, je crois que je suis née avec. C'est clair que ça fait partie de quelque chose que je suis venue probablement mettre en lumière dans cette incarnation-ci. Et je ne sais pas si j'y arriverai avant de rendre mon dernier souffle, mais à tout le moins, je pense que il y a certaines choses qui sont beaucoup plus spontanées chez moi qu'elles pouvaient l'être avant, mais j'ai toujours eu cette retenue très, très grande de qui j'étais. Je pense que j'ai peur, j'ai une peur fondamentale d'exprimer qui je suis, hein, donc ça, c'est là et c'est flagrant pour moi, mais j'ai pas encore réussi à trouver comment rassurer mon être pour me lâcher. Alors, qu'est-ce que la vie vous a fait le plus aimer? La joie. Oui, la joie. J'étais pas, je le dis dans certaines entrevues que j'ai fait dans le passé, j'étais pas fondamentalement une personne joyeuse. La joie était pour moi une émotion très, très mystérieuse. Je regardais les gens qui étaient dans la joie et je les enviais parce que moi, j'avais pas l'impression de vivre ce que je qualifiais de joie à l'époque. Hein, et je me rends compte aujourd'hui que, bon, finalement, la perception que j'avais de la joie limitait beaucoup mon expérience, mais je me rends compte aussi que je ne me permettais pas d'être dans la joie. J'avais des freins par rapport à ça. Et dans les démarches que j'ai faites entre la période de difficulté que j'ai vécue qui m'a amené à méditer et aujourd'hui, une des démarches que j'ai faites, c'est de choisir constamment la joie. Donc, ça va vous faire sourire ce que j'ai fait. J'ai mis des petits autocollants partout avec le mot joie autour de moi. C'est à peine si je m'en ai pas collé un dans le front. Mais bref, j'en avais partout parce que je voulais, mais vraiment, intégrer cet état d'être-là. Et chaque fois que je vivais quelque chose qui était à l'opposé de la joie, je m'arrêtais et je me disais, Sylvie, est-ce que c'est comme ça que tu as envie de vivre cette expérience-là? Et là, je me disais, non, je vais la vivre dans la joie. Bon, la joie n'est pas nécessairement parce que je tapais du pied et que j'avais envie de le vivre dans la joie. Mais le fait de, mais vraiment, faire le choix conscient de tendre vers la joie, bien, je peux dire aujourd'hui, je ne suis pas 365 jours par année dans la joie, mais j'ai beaucoup plus de moments joyeux. Et ça, toute seule avec moi-même. Hein, je n'ai pas besoin d'être entourée des autres pour être dans la joie. Je peux me retrouver seule à l'autre bout du monde et vivre vraiment des moments très, très intenses de joie. Et ça, je suis très contente d'avoir fait ce bout de chemin-là. Alors justement, parce qu'on parle de stickers sur les murs avec marqué le mot joie comme une espèce de répétition, je me demandais si dans la série des répétitions, est-ce que la vie, elle vous faisait vivre ou endurer un peu quelques répétitions exaspérantes? Ah ben oui, puis encore aujourd'hui, hein, mais ne le mettez pas au passé, le verbe. Encore aujourd'hui, bien sûr. Hein, puis j'explique aussi dans le livre Être ou ne pas être, voilà la mission, quelle est l'utilité des répétitions. Parce que pour moi, quand les choses se répètent dans notre vie, ce n'est pas parce qu'on n'a pas compris, c'est pour nous amener à comprendre autre chose sur soi. Donc, il y a une découverte extraordinaire à travers la répétition. Si on prend le temps de s'arrêter,
Donc, oui, la vie, c'est bien m'exaspérer, la vie, c'est bien me replonger dans là où les blessures qui sont miennes et euh, oui, ça m'exaspère encore, mais la bonne nouvelle, c'est que ça m'exaspère de moins en moins longtemps. Et je vois de plus en plus rapidement le jeu qui est en train de s'installer. Je vois aussi euh, que j'ai qu'à faire euh, un temps d'arrêt, une observation, un choix conscient pour changer mon énergie et déjà l'exaspération est partie. Donc, oui, il y a encore, et il y a encore des trucs qui m'exaspèrent. Et là aussi, ça va vous faire sourire. J'ai envie de dire Dieu merci. Pourquoi Dieu merci? Eh bien, parce que c'est ça la mission de vie. C'est pas un long fleuve tranquille sur lequel on navigue et qu'il nous arrive jamais rien de pénible, la vie. La vie fait partie, c'est une espèce de vague. Bon, oui, on aura un haut de la vague sur lequel on va surfer et ça sera agréable, puis on aura une vague qu'on va prendre de plein fouet puis qu'on devra se relever. Donc, c'est ça la vie, c'est le mouvement et ça fait partie de ce qu'on a à accepter. Et si je n'avais plus ces périodes d'exaspération, eh bien, je dirais pincez-moi pour que je puisse voir est-ce que je suis endormie ou est-ce que je suis morte parce que je suis plus dans ce mouvement-là. Vous dites quelque chose qui est intéressant, je trouve, qui ouvre une porte. En même temps, ça peut paraître comme ça, invisible à un œil un peu trop pressé, mais finalement, être nécessite répétition. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas encore vu et écrit assez souvent. Et l'idée pourrait paraître un peu difficile, dans cette idée qu'en fait, tout est là, et que donc, comme tout est là, répétition n'a pas de sens. Mais en même temps, je crois que si on regarde bien, dès l'enfance, on est quand même des grands spécialistes de la répétition. Et c'est ce que j'allais dire, regardez le nombre d'essais qu'un enfant va faire avant d'être capable de marcher. C'est ça. Mais c'est ahurissant, là. Je veux dire, l'adulte serait découragé s'il fallait répéter, par exemple, un projet autant de fois, le mettre en amorce autant de fois qu'on en fait pour apprendre à marcher, on serait replié dans le fond d'un placard à pleurer notre vie, à nous dire, mais pourquoi moi? Pourquoi je suis pas capable de faire les choses? Donc, on a perdu de vue que la répétition est au service de la maîtrise. Hein. Donc, pour arriver à maîtriser notre être, on aura besoin de ces répétitions-là et que dans notre société, c'est tellement négatif la répétition. On n'arrête pas de dire si ça se répète, c'est parce qu'on n'a pas compris. Et ça, c'est hyper culpabilisant. Et donc, quand les choses se répètent, bien, tout de suite, on cherche la faille plutôt que de chercher l'opportunité. Donc, voyez-vous, si je cherche la faille, je suis en train de m'auto-flageller, à me dire, bon, ça y est, j'ai pas été adéquate dans le passé, j'ai pas fait ce qu'il fallait, il y a encore quelque chose à faire. Et là, je suis dans la tâche, dans la lourdeur, dans le jugement total. Alors que si je cherche l'opportunité, ben, je suis comme l'enfant qui sort sa loupe et son chapeau d'explorateur et je me dis, ben, qu'est-ce que je vais découvrir cette fois-ci? A priori, c'est un peu une équation qui s'appelle être, c'est d'abord des efforts et ensuite c'est devenir fort. Et effort d'abord, fort ensuite. C'est ce que disait la dernière fois Christian Junot, je trouvais ça intéressant. Il disait dans l'effort, il y a les deux mots. Et donc, pour être fort, il faut les efforts. Alors, je me posais une question. Qu'est-ce que vous adorez écrire? Ah, hey, c'est intéressant que vous me posiez cette question-là. Moi, j'ai toujours pensé que, en fait, je veux dire, quand vous me posez cette question-là, déjà, ça coince à l'intérieur de moi parce que je suis pas capable de répondre puisque ce n'est pas moi qui écris. Les idées arrivent à un autre niveau de conscience. Donc, quand vous me dites qu'est-ce que vous adorez écrire, là, c'est comme si vous demandez à Sylvie qu'est-ce qu'elle aime écrire, mais Sylvie, elle n'a jamais écrit par elle-même. Lorsque j'étais notaire, j'écrivais en fonction de la loi et du travail de notaire, donc j'écrivais dans un cadre très précis, c'était pas un choix d'écriture personnelle. Et dans le travail que je fais, ben, je m'installe devant mon ordi et les idées arrivent et c'est pas moi qui écris. Donc,
J'ai vraiment un souci à répondre à cette question-là, mais votre question m'amène à répondre à un autre niveau. Récemment, je travaille avec quelqu'un en France qui s'appelle Marc Cuchard, que vous connaissez peut-être, qui a écrit, qui a fait tout plein de jeux à partir de livres. Et on est en train de faire un jeu avec le livre Être ou ne pas être. Et pour ça, je devais écrire le petit manuel pour un peu le manuel d'instruction, mais en fait, c'est pas vraiment des instructions, c'est plutôt qu'est-ce qu'on peut faire de ce livre, de ce jeu-là. Et Marc me dit, écoute, Sylvie, j'ai eu l'idée que tu l'écrives sous forme de roman. Et moi, j'ai fait, je n'ai jamais écrit un roman, je ne sais pas si je peux faire ça. Donc, mais tout de suite, j'ai senti qu'il était juste, qu'il était dans l'alignement, qu'il fallait juste que moi, je dépasse quelque chose en moi. Donc, évidemment, écrire un roman, ça ne s'écrit pas nécessairement comme j'ai écrit dans le passé. Et je me suis prêtée au jeu en me disant, bon, si jamais c'est vraiment mauvais ce que j'écris, j'écrirai comme... Je reviendrai à la manière traditionnelle d'écrire, et c'est pas pire que ça. Et je me rends compte que j'aime écrire sous cette forme-là. Comme j'aime écrire aussi, bon, quand c'est inspiré, mais le roman a une manière de transmettre les informations qui font beaucoup plus référence au côté imaginatif. Et ça, j'avoue que je ne l'avais pas expérimenté dans les autres formes d'écriture. Et là, je dois le faire et ça me plaît beaucoup. Donc, probablement que je reviendrai à cette façon d'écrire plus élaborée dans un autre livre. Mais bon, voilà. Ce que j'aime écrire, mais que je n'ai jamais écrit encore. Et qu'est-ce que vous avez du mal à écrire? J'en sais rien là aussi parce que le dernier livre que j'ai écrit, Être ou ne pas être, voilà la mission, tout ce livre-là, je l'ai écrit en écriture inspirée et beaucoup d'informations dans le livre, je les ignorais avant de les écrire. Donc, c'est très confrontant après quand on lit et qu'on dit je dois publier quelque chose que j'ignore, mais jusqu'à quel point c'est vrai ce que je suis en train de dire, jusqu'à quel point j'accepte de laisser passer ces informations-là sans les avoir validées. Donc, c'est tout un travail à faire, mais je ne sais pas ce que j'aime pas écrire puisque je n'ai jamais écrit. Sylvie a jamais décidé de prendre papier et crayon et d'écrire par elle-même. C'est intéressant ce que vous dites par rapport au fait que, par exemple, en fait, c'est quelque chose qui vient et qui utilise votre canal et que donc, en tant que tel, quelque part, vous êtes un peu témoin de l'ouvrage. Mais quand même, je me posais la question de savoir, est-ce que finalement, ce canal a du mal à écrire quelque chose de précis? Est-ce que malgré tout, on peut dire, oui, dans mon canal, il y a un truc qui ne s'écrit pas, par exemple? Est-ce que vous voyez ça en vous? Ça arrive des fois, et ce que je sais par expérience, c'est que quand c'est le cas, il faut que je dépose, c'est parce qu'il me manque une pièce de puzzle. Il y a quelque chose qui n'est pas là encore. Donc, on m'envoie l'idée, c'est-à-dire la direction vers laquelle je dois aller pour écrire, mais les choses ne sont pas encore complètes. Donc, je dois attendre. Et ça, parfois, c'est très frustrant. Je vous donne l'idée, tous les livres, sauf le premier, sont arrivés de la même façon. Je reçois le titre et je sais que c'est un titre de livre et donc que je devrais écrire sur ça. Alors, je commence déjà à m'en faire des idées, à rassembler ce que je pourrais y écrire, mais c'est jamais ce qui va se retrouver dans le livre, ça, jamais, jamais, jamais. Mais en même temps, si j'essaie d'écrire ces idées-là que je rassemble, ça ne fonctionnera pas. Je vais me retrouver avec le syndrome de la page blanche, à tourner en rond, à ne pas être capable d'écrire plus que 3 lignes. Et ces 3 lignes-là,
elles ne sont pas fluides, ça coule pas. Et quand j'attends le bon moment, je me lève un matin et quand vous allez me dire comment vous faites pour savoir que c'est le bon moment, ben, je me lève un matin et je sais que là, il faut commencer à écrire. Eh ben là, ça coule. Ça peut arriver dans le processus que je doive interrompre l'écriture, attendre pour aller infuser quelque chose et le reprendre une semaine, 2 semaines plus tard. Ça peut arriver aussi. Mais généralement, quand le fameux syndrome de la page blanche arrive, c'est parce que il y a une raison qui me concerne moi. Je dois aller lâcher probablement un frein dans mon mental pour pouvoir laisser passer l'information. Quel est le plus grand moment de votre vie? Oh là là! J'ai envie de dire le plus grand moment dans ma vie, c'est sans doute la période de souffrance que j'ai traversée pour arriver à, à tout ce qui en découle depuis des années. Parce que dans cette période de souffrance-là, j'ai eu un déclic intérieur très important. Qui se résume, bon, le déclic, j'ai mis du temps à l'avoir, mais qui se résume en ceci, ton bonheur, c'est à toi de le faire. Arrête d'attendre à l'extérieur et prends conscience de toutes les limitations que toi, tu te mets par rapport à ton propre bonheur. Et ça a été un tournant majeur dans ma vie qui m'a permis de changer ma manière d'être et de changer ma vie complètement. Donc, parmi les grands moments, même si c'est un moment qui était fondamentalement douloureux, là, j'étais vraiment dans un état pitoyable à l'intérieur de moi, mais je le mettrais au sommet de mes grands moments parce que sans lui, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Et le pire moment de votre vie, c'est quoi alors? Avant, avant ce déclic-là. Ok, qu'est-ce qui vous fait le plus Donc, rire dans la vie? ah mon Dieu, des tas de trucs. Qu'est-ce qui me fait rire? Les jeux de mots. J'adore les jeux de mots. Et dans ma tête, si vous saviez le nombre de jeux de mots qui peut défiler, je me retiens souvent de les dire parce que c'est pas à propos. Mais oui, j'adore jouer avec les mots, leur faire dire autre chose et les utiliser justement dans un cadre humoristique. Moi, je viens d'une famille où on a toujours prôné d'être capable de rire de soi. Ça, c'est vraiment une base de mon éducation. J'ai eu du mal sur certains aspects à rire de moi. C'était des angles que je qualifiais sérieux et là, on ne pouvait pas rire. Mais maintenant, j'arrive à avoir cette autodérision qui est, somme toute, très douce. C'est pas un regard jugeant, hein, mais qui est capable de rire de plein de situations. Et qu'est-ce qui vous fait le moins rire? Dans ma jeunesse, j'ai vécu beaucoup d'intimidation. On s'est beaucoup moqué de moi et ça, c'est quelque chose qui me fait pas rire quand quelqu'un va le faire pour les autres. Donc, ça vient me toucher profondément de me dire, mais cette personne-là, elle est comme elle est. On n'a pas à la dénigrer ou à se moquer d'elle. Qu'est-ce que c'est votre plus grande rébellion? J'ai du mal avec l'autorité. Depuis toujours, j'ai besoin d'avoir cette liberté de pouvoir faire les choses comme j'ai envie. Du coup, ma plus grande rébellion a été sans doute en tant qu'adolescente face à l'autorité parentale, l'autorité à l'école et le peu de temps où j'ai eu des patrons, parce que dans ma vie, si je regarde l'ensemble de ma vie professionnelle, il y a eu
de très courtes périodes où j'ai eu des patrons et j'ai toujours su trouver des emplois où j'avais entière liberté et non pas un patron qui regardait par-dessus mon épaule, j'aurais pas pu tolérer. Donc, j'ai du mal avec l'autorité. À votre avis, c'est quoi le plus beau moment passé pendant le confinement pour vous? Je vous donne seulement un exemple très concret, hein. Pendant le premier mois de confinement, j'ai eu du mal à respirer. Mes poumons étaient vraiment très, très engorgés. J'ai pas eu la COVID, hein. On est loin de ça, mais j'ai eu du mal à respirer. Et pour moi, ça a été une source d'observation très grande de me dire, mais qu'est-ce qui se passe, Sylvie? Je sais depuis toujours que les poumons, c'est une de mes fragilités au niveau physique. Mais pourquoi présentement j'ai cette fragilité-là? Donc, je me suis servie de cette manifestation physique pour aller m'observer et d'aller voir, dans ma vie, elles étaient où les sphères où j'avais du mal à respirer, où il n'y avait pas de fluidité, où finalement je m'imposais des choses et dans ma réflexion, je me suis aussi reliée à ce qui se passe à l'extérieur parce que, évidemment, la COVID, c'est les poumons qui sont affectés. Donc, j'ai vu aussi à quel point ma sensibilité au niveau de l'énergétique captait ce qui se passe à l'extérieur. Et pour moi, quand j'étais, même si ça inquiétait les proches autour de moi de me dire, Sylvie, sois vigilante, tu as de la difficulté à respirer, tu devrais peut-être aller consulter. Et moi, je savais à l'intérieur de moi que j'étais pas malade, mais je savais que cette manifestation-là, c'était simplement pour m'aider à observer autant des forces que des faiblesses chez moi. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué pendant le confinement? L'inconscience, la mienne, hein, en premier lieu, mais évidemment, si je l'observe à l'extérieur, c'est qu'elle me renvoie à l'intérieur, mais l'inconscience, c'est-à-dire, et quand je dis l'inconscience, c'est à différents niveaux, c'est-à-dire que le, le, le manque de recul qu'on peut avoir par rapport à tout ce qui est en train de se dérouler. Je vais donner un exemple. Tout le lot de messages qui a circulé en disant on entre dans un nouveau monde, ouais, après le confinement, ça sera un nouveau monde. Ben, moi, je me dis, quand je parle d'inconscience, c'est ce qui me choque, c'est de me dire, ben, si on ne change rien à l'intérieur de soi, le monde ne sera pas différent après, puisque le monde, c'est nous. Donc, ça me choquait de voir que de nombreuses personnes espéraient ce nouveau monde-là sans changer quelque chose à l'intérieur d'eux. Et moi, je me disais, mais on en est encore là à penser que c'est la baguette magique et que finalement, le confinement va faire les choses. Ça, c'est ce que j'enseigne depuis des années, à dire la mort ne nous rend pas dans la paix, hein. La mort, c'est juste un passage et si je suis pas en paix avant, eh ben après, je ne le serai pas non plus. Donc, j'ai un travail pour aller chercher cette paix à l'intérieur de moi. Donc, le nouveau monde, ben, j'ai un travail à faire. Je ne porte pas le poids du nouveau monde sur mes épaules, c'est-à-dire que j'ai à changer mon monde intérieur et du coup, le monde à l'extérieur va ressentir ce changement-là. Mais si je ne fais pas le boulot, ben, je ne peux pas espérer autre chose. Je présentais tout à l'heure en disant que s'il y avait de la lumière cette année encore, elle allait servir à bronzer et que probablement il faudra attendre un petit peu avant qu'elle rentre et qu'elle nous donne des clés pour le nouveau monde. En tout cas, c'est ce que vous dites vous aussi, hein. Si vous étiez dans un comité de sages aujourd'hui, tout près du Premier ministre, vous lui diriez quoi pour changer et aller vers du nouveau? Je pense que ce ne sont pas les politiciens et les scientifiques qui vont faire bouger les choses. Ce sont les individus qui vont dire, oh, on est allé à l'intérieur de nous, on a changé quelque chose et on a vu le résultat. Et ça va faire une pression sur les scientifiques et les politiciens.
Parce que si on commence par les politiciens et les scientifiques, on est à l'envers tant qu'on n'a pas changé pour soi. Donc, je vois pas ce que je pourrais dire qui n'a pas déjà été dit à ces politiciens-là, mais qui malheureusement n'est pas dans l'ordre des choses pour la transformation. Je me posais une question là, dans notre petite interview qui se termine. Qu'est-ce que vous aimez le plus en France? Parce que vous venez souvent en France, vous vous déplacez régulièrement. Qu'est-ce que vous aimez le plus en France? Votre grande facilité à remettre les choses en question. Vous avez davantage un sens critique que nous, qui peut être exacerbé et finir par être finalement un désavantage, mais je trouve que cette façon de ne pas prendre quelque chose comme de l'acquis, mais de questionner et d'aller chercher, d'aller fouiller, pour moi, ça, c'est une très, très grande qualité qu'on ne retrouve pas dans cette même intensité chez moi. Chez moi, on va prendre beaucoup plus pour acquis. Si, par exemple, quelqu'un dit les scientifiques ont dit, ben, chez moi, tout le monde va dire, ah, ben, les scientifiques ont dit, alors c'est vrai. Personne va dire, oui, mais quel scientifique, dans quelle étude on a dit ça. Et parfois, c'est drôlement intéressant de poser les questions parce qu'on se rend compte que la personne qui rapporte ça n'a qu'une seule étude et qu'en fait, c'est une étude qui vaut ce qu'elle vaut. Donc, oui, ce sont des scientifiques qui l'ont dit, mais le fait d'aller un petit peu plus loin, je trouve que c'est une grande qualité et j'apprécie ça beaucoup chez vous. Et qu'est-ce que vous aimez le plus chez vous? Notre liberté. Nous avons une liberté et une légèreté beaucoup plus grande. Vous êtes pris dans des carcans à cause de l'histoire, à cause d'un tas de raisons, hein, mais comme on est un peuple relativement jeune, qu'on n'a pas eu énormément de conflits chez nous, du coup, on est dégagé de toute cette notion d'histoire que vous portez et qui nous permet de faire des choses parfois, ça pourrait être qualifié d'insouciant, hein, à la limite, mais qui nous permet de le faire alors que vous, ce cadre rigide-là va vous empêtrer dans des formalités à n'en plus finir. Donc, cette liberté, moi, je l'apprécie beaucoup. Je me souviens avoir vu dans une de vos interviews que vous parliez de défis et vous disiez quelque part que c'est important aussi de comprendre qu'on avait besoin de défis, qu'il fallait qu'on se renouvelle, quoi. Il fallait que la vie reste vivante et que dans le vivant de la vie, il y avait le renouvellement, le changement. Alors, pour finir cette émission, je me disais, après ces 2 mois de confinement, et puis là, on a l'impression que ça va durer, quoi. On va devoir vivre avec le Covid, un petit peu en trame de fond. À votre avis, c'est quoi le défi de cette pandémie? Qu'est-ce que ça va apporter dans notre vie? Je vais revenir aux 2 thèmes principaux du confinement qui étaient rester chez soi et prendre de la distance. Eh bien, pour moi, je souhaite que ce soit ce que ça nous ait donné l'élan de mettre en place dans notre vie. Et le défi, c'est de le garder après, de ne pas revenir aux anciennes habitudes et de garder cette façon d'observer les choses et de rester ancré à l'intérieur. Parce qu'évidemment, si on cherche à reprendre tout ça comme avant, ben le confinement aura servi à rien. En fait, la transformation souhaitée, moi, je pense que nos yeux humains sont probablement pas en mesure de comprendre le grand scénario qu'il y a derrière tout ça. Même nos yeux humains ne le comprennent pas point parce qu'on se dit c'est un peu surréaliste, mais il y a quelque chose qui, pour moi, je ne suis pas capable de vous dire quoi exactement, hein, parce que je pense que c'est une information qui n'est pas nécessairement donnée, mais je suis persuadée que c'est au service de notre ouverture de conscience. C'est pour qu'on devienne de plus en plus humain, de plus en plus responsable. Pas responsable à l'extérieur, mais responsable de soi, des choix qu'on fait, de plus en plus conséquents entre ce qu'on souhaite
et l'énergie qu'on met dans nos actions. Parce que parfois, ce qu'on souhaite et l'énergie, c'est deux choses complètement séparées. Donc, est-ce que je suis en cohérence dans ce que je fais? Et bon, moi, j'ai cette sensation-là que le confinement nous amène dans cette direction-là. Maintenant, on s'entend bien qu'il reste encore du boulot à faire pour y arriver à ce que ce soit vraiment intégré pour tout le monde. Sylvie, je vous remercie infiniment pour ce moment passé avec vous, infiniment aussi pour ce regard que vous avez qui est d'une grande douceur aussi. Et alors, vous disiez que des fois c'était difficile pour vous justement d'avoir des réactions plus spontanées. En tout cas, chez vous, il y a une douceur, une beauté qui fait que les choses ont du sens et prennent leur temps. Je vous remercie infiniment. Je vous dis aussi merci à vous qui avez suivi cette émission. Vous pouvez nous supporter, vous pouvez appuyer sur une petite barre en bas, appuyer sur un petit abonnement, une petite cloche, et puis on se retrouve très bientôt. Sylvie, grand merci à vous. On va se quitter avec un bouton appuyé. Je trouve ça toujours dommage parce que quelque part, quand on se voit, c'est toujours plus joyeux. C'est vrai que